Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour Madame Braclia, bonjour Monsieur Chapuis. Ce soir se tient un meeting à l'appel du collectif Agir Ensemble, intitulé « Pour la République contre l'islamisme ». Les ministres de l'Intérieur Bruno Retailleau et des Outre-mer Manuel Valls sont prévus de s'y rendre. Est-ce leur place ? Ce meeting sert encore une fois à stigmatiser, à discriminer des millions de Français dans notre pays, en l'occurrence les musulmans, en jouant sur une confusion entre islamisme et islam. Et je regrette que des membres éminents de ce gouvernement se prêtent d'ailleurs à ce meeting, dont Manuel Valls qui a sorti hier, je le dis, la haine des Juifs vient essentiellement du monde arabo-musulman. Alors, pardon, juste l'intitulé du meeting, c'est « Pour la République contre l'islamisme, pas contre l'islam ». C'est pas vous là qui faites la confusion. Vous voyez bien, il n'a pas encore eu lieu, c'est pour ça. Vous voyez bien que tout cela est fait précisément pour jouer sur la confusion, jouer sur la stigmatisation d'une partie de la population. Et je trouve ça très inquiétant. Et par ailleurs, ce meeting se fait au nom de la laïcité. Et je voudrais dire une chose, c'est que il y a des millions de musulmans dans ce pays qui cherchent tout simplement à pouvoir exercer leur croyance, à la pratiquer librement dans les limites du respect de l'ordre public. Et c'est ça précisément la laïcité. Mais là, on ne parle pas des musulmans, pardon. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes allé là-dessus. Parce que c'est un meeting qui est titré en gros meeting contre l'islamisme, qui se fait contre la liberté, les femmes, les homosexuels, les juifs, etc., les femmes, et qui, vous le savez très bien, joue sur cette confusion et que ça sert aussi bien évidemment à cacher aussi les réels problèmes de la part de ce gouvernement, à parler d'autre chose que des réels problèmes. Regardez, vous êtes en train de me parler de ça. En attendant, je suis présidente de la commission des affaires économiques qui gère le problème quotidien des Français, l'électricité, l'alimentation, etc. Mais ça, on va en parler. Et vous me parlez du meeting contre l'islamisme. Je ne comprends pas du tout ce que vous dites là ce matin. Pardon, excusez-moi. Vous ne comprenez pas, je pense qu'il y a des millions de personnes qui comprennent très bien, madame. On attend les prises de parole de ce soir, effectivement, pour voir s'il y a amalgame entre islam et islamisme. Encore une fois, l'intitulé, on le rappelle, Pour la République contre l'islamisme. Si vous étiez invité à un rassemblement pour la République, contre l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique, avec un projet politique, puisque c'est ça que définit ce terme, vous n'iriez pas. Alors, par ailleurs, ce meeting, vous savez, est financé par un lobby, vous le savez vous-même, puisque vous êtes journaliste, un lobby qui est pro-Netanyahou, qui s'appelle Elnet, dont le dirigeant a déclaré « Tous les médecins, journalistes, humanitaires, fonctionnaires des ONG qui vivent à Gaza sont des agents du Hamas ». Précisément, je ne me rendrai jamais à un meeting financé de cette façon-là, au moment d'ailleurs où les bombardements par le gouvernement israélien ont repris à Gaza. Donc en fait, là vous nous dites quoi ? Vous nous dites en fait, je vais jamais aller à ce meeting parce qu'il est organisé par un groupe lobbyiste qui soutient le gouvernement israélien. Pour différentes raisons. D'abord parce qu'il vise à stigmatiser et diviser le peuple en jouant sur la confusion entre islamisme et islam. Ensuite parce qu'il est financé par un lobby pro-Netanyahou, alors même que nous avons aujourd'hui des 50 000 morts, des femmes, des enfants à Gaza par ce gouvernement de Netanyahou. Et moi, ce que je veux retenir, si vous me le permettez, puisque vous me parlez de ce meeting, j'aurais préféré que l'on parle de la belle et grande manifestation contre le racisme et les idées d'extrême droite samedi dernier. On en a parlé. Il y a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue à l'appel de centaines d'associations, de syndicats, de forces politiques et qui montrent d'ailleurs que le racisme est minoritaire dans ce pays. Il en a été question évidemment sur France Info. Vous parlez de confusion, mais il se trouve que c'est une accusation qui est souvent dirigée contre vous, contre la France Insoumise en tout cas, et notamment Jean-Luc Mélenchon, s'agissant de la question de l'antisémitisme. Je fais référence notamment aux paroles du grand rabbin Chaim Corsia qui réagissait avant-hier sur France Info à l'agression du rabbin d'Orléans qui dénonçait, je cite, votre responsabilité écrasante à la France Insoumise notamment. Même à gauche, certains parlent d'ambiguïté s'agissant de Jean-Luc Mélenchon sur cette question de l'antisémitisme. Que répondez-vous ? D'abord, je voudrais à nouveau, et nous l'avons fait tout de suite, condamner l'agression intolérable, insupportable de ce rabbin devant son fils. Et je trouve ignoble d'ailleurs d'instrumentaliser ainsi pour des raisons politiciennes une telle agression. Et moi je préfère reprendre les propos très dignes du rabbin qui a salué toutes les solidarités qui se sont exprimées, mais aussi salué la fraternité, le courage des personnes qui se sont interposées. Ensuite je vais vous répondre. Pensez-vous sérieusement
sérieusement, que la première formation politique de gauche de ce pays et son fondateur, M. Mélenchon, qui ont porté depuis le départ la lutte antiraciste, qui ont appelé à mobiliser massivement samedi contre le racisme et toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme, pensez-vous sérieusement que cette première formation politique de gauche puisse être antisémite? Vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui une instrumentalisation pour laquelle une affiche avait été produite par la France Insoumise et qui précisément a dû être retirée face à des accusations d'antisémitisme. Je parle de l'affiche qui représentait Cyril Hanouna avec des clichés qui reprenaient les clichés antisémites des années 30. Alors d'abord, nous l'avons dit et redit, nous avons retiré ce visuel tout de suite dans les minutes qui ont suivi après sa publication. Elle n'aurait jamais dû être produite. Et évidemment, si Cyril Hanouna était sur ce visuel, ce n'est pas en fonction de ses convictions religieuses, mais bien parce qu'il est un relais de l'extrême droite. Sur l'affiche, elle aurait dû être retirée. Il manquait des excuses de Jean-Luc Mélenchon et il n'a pas souligné le caractère antisémite de cette affiche. C'est pourquoi elle a été retirée. Mais les ambiguïtés, il l'a dit Jérôme, elles sont aussi relevées du côté de la gauche, où parfois certains des discours de Jean-Luc Mélenchon en fait ont porté des questions en fait. Il n'y a aucune ambiguïté et je vais vous dire en fait à quoi ça sert. À votre avis, à qui ça profite tout ça? À votre avis? S'il y a bien une formation politique à qui ça profite, c'est l'extrême droite, qui aujourd'hui est dédouanée, blanchie, alors même que l'antisémitisme vient de là. Je le rappelle, Jean-Marie Le Pen, qui a fondé le Front National, qui est devenu le Rassemblement National, a fondé le Rassemblement National avec des Waffen-SS, avec Pierre Bousquet. Il a dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Il a été condamné pour antisémitisme. Et là, vous avez Jordan Bardella qui se place en bouclier. Et donc, Jordan Bardella, il y a quelques mois, dit « Non, Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite ». Je rappelle, dans l'hémicycle, voyez-vous, nous sommes obligés de siéger en face d'un député qui, juste avant d'être député, tenait une librairie négationniste avec des livres antisémites. Il reste que Jordan Bardella, au moment où vous nous dites ça, il est toujours sur les bancs du Rassemblement National. Il reste que précisément Jordan Bardella, au moment où nous parlons, il est en Israël. Et alors ? À l'invitation du gouvernement de M. Netanyahou, d'un gouvernement d'extrême droite. Donc c'est bien logique, évidemment, qu'il soit invité par un gouvernement d'extrême droite, avec messieurs Smotrich ou Ben-Gvir. Mais voyez-vous, moi, je ne fais pas l'amalgame du tout entre les personnes de confession juive et le gouvernement de M. Netanyahou. Mais sauf que le CRIF... La position du CRIF, elle est claire. C'est non aux extrêmes, que ce soit le Rassemblement National ou la France Insoumise. Vous n'êtes invité à aucun des événements du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. Marine Le Pen, elle dit, par exemple, concernant le RN, c'est normal, le CRIF est de gauche. Alors d'abord, Jean-Luc Mélenchon, il dit, le CRIF est d'extrême droite. D'abord, je voudrais dire que nous travaillons avec beaucoup d'organisations, d'associations qui se réclament de la judéité. Je pense à Tzedek, l'UJFP et tant d'autres. D'accord ? Et depuis très longtemps, nous avons toujours dénoncé tout acte, tout délit, tout crime antisémite. Ensuite, je voudrais rappeler ce que dit le rapport de la CNDH. Vous connaissez, c'est le Comité national des droits de l'homme, qui dit que les préjugés antisémites viennent essentiellement de la droite et surtout de l'extrême droite. Alors pourquoi vouloir pointer ainsi la gauche ? Pourquoi vouloir ainsi pointer la gauche depuis des semaines, si ce n'est pour dédouaner et pour blanchir l'extrême droite qui porte des idées antisémites? Dernière question concernant les reproches qui vous sont faits régulièrement à la France Insoumise. Elle concerne l'écrivain Boualem Sansal. Il y avait hier un rassemblement de soutien près de l'Assemblée nationale. La France Insoumise n'y était pas. Vous n'y étiez pas? Et précisément parce que nous ne manifestons pas, nous ne nous rassemblons pas aux côtés du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Ceci dit, nous avons demandé depuis le tout début la libération de Boualem Sansal, bien évidemment, et nous condamnons toute violation des droits humains de n'importe quel régime dans le monde. Une résolution va être présentée à l'Assemblée nationale concernant Boualem Sansal. Est-ce que vous la soutiendrez ? Nous en discuterons dans le groupe parlementaire. Je ne connais pas exactement, donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Je préfère vous répondre précisément. Juste, pardon, sur l'argument, quand le RN est là, on n'y va pas. Donc, c'était l'argument pour la marche contre l'antisémitisme. Quand le RN est là, on n'y va pas. Pour Boualem Sansal, quand le RN est là, on n'y va pas. Mais en fait...
Il va tenir la route longtemps, cet argument? C'est un principe très, très important. Et du coup, qui en fait, vous bloquez dans la défense de vos valeurs? Non, c'est extrêmement important. C'est ça qui permet justement de ne pas banaliser l'extrême droite et le Rassemblement national. Ça ne nous empêche pas de porter sur tous les plateaux l'exigence de la libération de Boualem Sansal. Le RN va défendre le pouvoir d'achat. Du coup, vous allez dire, bah non, je vais pas défendre le pouvoir d'achat. Mais on défend tout autant et même bien davantage le pouvoir d'achat sans aller manifester avec l'extrême droite, bien au contraire. Au contraire, nous combattons l'extrême droite, qui d'ailleurs, sur le pouvoir d'achat, est complètement mensongère. Non, mais vous voyez bien où je veux aller. C'est-à-dire que le RN va voter une motion de censure. Vous allez dire, bah non, je ne vais pas voter la motion de censure. Ah bien entendu, nous ne votons pas. Parce que ce qui s'est passé dans le passé, c'est que vous présentiez des motions de censure. D'ailleurs, c'est ce qui est passé en décembre dernier. Oui. Le RN a voté avec vous et ça, vous l'avez assumé. Mais voyez-vous, fort heureusement, il reste une gauche dans ce pays qui résiste et qui fait en sorte que l'extrême droite ne soit pas banalisée. Et c'est par ce type de principe extrêmement important et qui permettra aussi de garder des digues face au Rassemblement national qui n'a jamais été aussi haut dans les sondages et qui est un véritable danger. Et je le dis aussi, dont les idées contaminent jusqu'au gouvernement. Puisque nous avons un Premier ministre qui parle de submersion migratoire et qui, du coup, pointe du doigt tous les millions de migrants dans ce pays comme un danger, alors même qu'aujourd'hui, un Français sur 4 a un grand-parent étranger. C'est ça la richesse de notre pays. Il y a un autre sujet, cette première partie est un peu lourde en termes de thèmes identitaires, sur le voile dans le sport. Une proposition de loi votée au Sénat. Le judoka Teddy Riner considère que la France perd son temps sur ce sujet-là. C'est pas du tout l'avis de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. L'ancien boxeur Mayar Monchipour, qui était à l'antenne de France Info tout à l'heure, lui dit que les sportifs ou les artistes qui prennent parfois la parole sur ce sujet ne doivent pas devenir des idiots utiles de l'islamisme et des frères musulmans. Qui a raison ? Alors d'abord, Monsieur Retailleau, comme d'habitude, divise le peuple, stigmatise précisément une religion, la religion musulmane. Bon, je vais reprendre entièrement les mots de Teddy Riner, si vous me le permettez. Ils sont importants, je les partage. Il dit « Dans certains pays voisins, tout se passe bien avec le port du voile. Et ça n'embête personne. Je crois qu'en France, on perd notre temps. Pensons à l'égalité plutôt que de s'acharner sur une seule et même religion. Moi-même, j'ai pratiqué le sport à haut niveau, la course à pied pendant 15 ans. Et parfois, j'ai couru avec des femmes qui portaient le foulard. Ça gênait qui ? Personne. Dans aucun pays du monde, on a pensé à interdire le voile dans le sport. Une nouvelle fois, ce sont les femmes musulmanes, par ailleurs, qui sont stigmatisées. Qui elles embêtent avec leur foulard ? Vous n'y voyez pas d'entrisme. On les empêche de s'émanciper dans le sport. Et voyez-vous, ça me touche beaucoup. Parce que moi, j'ai couru avec des femmes qui portent le foulard. D'accord ? Et c'est très important pour elles. Et là, il y a quelques jours, je discutais à Noisy-le-Sec dans ma circonscription avec une basketteuse qui a été virée devant ses camarades qui ont essayé de l'empêcher, d'empêcher qu'elle soit virée, qui a été virée du terrain parce qu'elle portait un foulard. Voyez, et qui pratique le basket depuis 15 ou 20 ans. Voilà ce qui est fait avec ce type d'invective et de stigmatisation. La question qui est posée à travers notamment cette proposition de loi, c'est la question de la liberté, c'est-à-dire qu'il y a la liberté de porter le voile et la liberté de ne pas le porter. C'est la question qu'on peut poser parfois à ces jeunes femmes quand elles viennent sur un terrain de sport. Il se peut parfois qu'elles soient dans un cas où elles soient contraintes. Vous le reconnaissez, ça, ou pas ? Alors, cette basketteuse explique très bien, c'est son choix. Elle a fait le choix de porter le foulard. Et je rappelle ce qu'est la laïcité. C'est évidemment la neutralité de l'État vis-à-vis... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ça arrive que des jeunes femmes soient contraintes de porter le voile sur un terrain de sport ? Je réponds à votre question parce que la laïcité, c'est aussi la liberté de culte sans troubler l'ordre public. En l'occurrence, certaines femmes musulmanes, beaucoup de femmes musulmanes d'ailleurs, font le choix de porter un foulard. Eh bien, je pense qu'il faut le respecter de la même façon qu'il faut respecter la liberté de croyance ou de non-croyance dans ce pays, du moment que ça ne trouble pas l'ordre public. C'est ça, la laïcité. Et nous y sommes profondément attachés à la France Insoumise. On a encore beaucoup de questions à vous poser. Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, juste après le fil info de 8h47. Marine Klett. Les gardes à vue des 4 membres de la famille d'Émile ont été prolongés de 24 heures. Les 2 grands-parents maternels, un oncle et une tante, restent donc dans les locaux de la police jusqu'à demain matin. Ils répondent aux questions des enquêteurs et ne gardent pas le silence, a tenu à préciser le procureur. Audition pour homicide volontaire et recel de cadavres 2 ans après la mort du jeune garçon au Auvernais dans les Alpes d'Haute-Provence. 1300 personnes ont participé à la marche silencieuse contre l'antisémitisme hier soir à Orléans. Rassemblement après l'agression d'un rabbin en pleine rue, c'était samedi dernier.
7 plaintes pour viol sur 10 sont classées sans suite en France. Pour améliorer la prise en charge des victimes, le gouvernement veut intégrer la notion de consentement dans la loi. Un texte en ce sens est examiné aujourd'hui par les députés de la commission des lois. Les États-Unis et la Russie se sont entendus sur une trêve des frappes en mer Noire, frontalière entre la Russie et l'Ukraine. Moscou demande en échange la levée des restrictions occidentales sur le commerce des céréales et des engrais. Et puis, le journal L'Équipe dévoile ce matin les salaires des footballeurs de Ligue 1, le championnat français. Le PSG domine toujours ce classement avec le plus important, notamment celui d'Ousmane Dembélé qui touche 1,5 million d'euros par mois. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis, la commission des affaires économiques de l'Assemblée que vous présidez a rejeté hier soir une proposition de loi qui visait à mettre fin au maintien à vie dans le logement social. Est-ce que vous vous en félicitez ? C'est encore une fois une loi qui ne répond en rien aux besoins des Français. Et aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. Vous savez qu'on a 2,7 millions de ménages qui demandent un logement social et qui n'en ont pas. On n'en a jamais eu autant. Et on n'a jamais aussi peu construit de logements sociaux. Pourquoi ? Parce que le gouvernement pratique des coupes budgétaires énormes dans le logement. Il y a de moins en moins de moyens pour les bailleurs sociaux et pour précisément construire ces logements sociaux. Il y a le long terme, parce que construire des HLM, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a le court terme, ce que proposent notamment ces députés macronistes, c'est de faire en sorte que des personnes qui sont entrées dans le parc HLM il y a 10, 20, 30 ans et qui ont eu depuis des revenus qui ont beaucoup augmenté, laissent leur place. Est-ce que ça, c'est pas une mesure de justice sociale ? Je comprends votre question. D'abord, je voudrais dire que le problème, c'est que le gouvernement ne s'attaque jamais aux problèmes de long terme. Ça, c'est les causes de long terme. Alors maintenant, les causes, voilà, le court terme. Mais je dis, il y a quand même des solutions. Il faut construire des logements sociaux, j'ai dit, et y mettre les moyens. Deuxièmement, il faut tout simplement que les communes respectent la loi. Vous savez qu'il y a une loi SRU qui oblige à avoir 20% de logements sociaux dans chaque commune. Ça n'est pas respecté par beaucoup de communes. Mais encore que fait le gouvernement ? Rien. Qu'est-ce que c'est que la justice sociale en l'occurrence ? Voilà. On y arrive. D'abord, toute cette proposition de loi, elle est basée sur un mensonge. Ça fait croire que les personnes, même si elles gagnent plus, elles resteraient dans le logement social. Il faut savoir que dans ce cas-là, elles payent beaucoup plus cher leur logement social. Un surloyer, voilà. 80 000 ménages sur 5 millions de logements sociaux. Là, en fait, cette proposition de loi, d'abord, elle s'attaque à 15 000 ménages, alors qu'il y a 2,7 millions de ménages qui demandent un logement social. Vous voyez, c'est absolument ridicule. Mais surtout, c'est plus grave, c'est que ça s'attaque à la mixité sociale dans le logement social et dans les quartiers populaires. Parce que ça fait quand même qu'il y a quelques milliers de ménages qui restent dans ces quartiers populaires, mais qui payent beaucoup plus, évidemment, leur logement social. Donc c'est à la fois une proposition de loi, comme d'habitude, qui vient du bloc d'Emmanuel Macron, qui est absolument inefficace et même qui est plutôt dangereuse, notamment pour la mixité sociale. Quand même, sur cette réflexion, parce qu'aujourd'hui, un ménage qui gagne 1,5 fois le seuil fixé par le bailleur pendant 2 années consécutives est susceptible de voir son contrat résilié. Ça, vous êtes d'accord avec ça, c'est la loi. Mais c'est rarement appliqué. Et c'est ça le problème. Là, la loi, le texte qui vous était soumis hier, prévoyait une application automatique à partir de 1,2 le seuil d'aujourd'hui. Et au fond, ce n'est que faire appliquer la loi existante. Donc précisément, ça ne sert déjà pas à grand-chose parce que c'est déjà dans la loi. En réalité, il n'y a pas de logement social à vie, c'est un mensonge. Et en plus, ça permet... Mais non, c'est pas appliqué, c'est ce que je vous dis. Oui, mais ça ne règle rien, cette proposition de loi, je le répète. Et surtout, ça va enlever de la mixité sociale. Et quand même, toutes les associations de locataires, toutes, sont contre cette proposition de loi. Et vous voyez, en attendant... Juste, Madame la députée, si parmi les gens qui nous écoutent, qui sont en attente, qui font partie des 2,7 millions de Français là, qui attendent un logement social, pas du tout. Qui doivent se dire, ils sont prêts à laisser des gens qui gagnent beaucoup plus que ce qu'il faut dans les logements sociaux pour de la mixité sociale, alors que moi je suis en galère pour le dire. Je le dis d'ores et déjà, ces ménages payent beaucoup plus cher. Ça n'est que 15 000 ménages sur 2,7 millions de ménages qui attendent un logement social. Permettez-moi de parler des vrais problèmes. Aujourd'hui, je prends mon département, la Seine-Saint-Denis, puisque je suis députée de Seine-Saint-Denis, mais c'est pareil dans toute la France. Il y a 12 000 personnes qui vivent à l'hôtel, dont des milliers d'enfants. Il y a 3 000 personnes à la rue.
D'accord ? Et sur ces 3000 personnes, il y a là aussi des centaines d'enfants. Il y a des gens qui meurent de la rue. 735 personnes sont mortes dans la rue, alors que le président Macron avait dit la main sur le cœur, avec moi, il n'y aura plus personne à la rue. Voilà la réalité qui s'est empirée sous les 8 ans de présidence Macron. Et à nouveau, on vient nous berner avec une proposition de loi qui est à la fois inefficace, contre-productive et qui va en plus enlever de la mixité sociale dans les quartiers populaires. Aurélie Trouvé, l'examen de la loi narcotrafic va reprendre normalement demain à l'Assemblée nationale. Le vote s'annonce serré. Et on en parlait ce matin sur France Info. Votre collègue Andy Kerbrat, qui avait été pris en flagrant délit d'achat de drogue, prend part au vote via une procuration donnée à Ségolène Amiot, votre collègue LFI. Sur ce sujet précis, est-ce qu'il aurait pu ou dû se mettre en retrait ? Alors d'abord, sachez qu'il est en arrêt maladie et donc dans ces cas-là, effectivement, il y a une procuration. Il est en train de se soigner. Voilà. Et ça montre justement que la drogue est un fléau. Et je voudrais justement parler de cette loi, si vous me le permettez. Encore une loi qui ne répond pas aux problèmes, à des vrais problèmes, celui du narcotrafic, qui vient faire diversion. En l'occurrence, je viens, moi, de quartiers populaires où les habitants pâtissent fortement de ce narcotrafic, mais les consommateurs aussi. Et puis surtout, il y a des morts du narcotrafic, 110 morts l'année dernière. Tout ça aussi, c'est empiré depuis 8 ans. Et là, on nous propose une loi, pareil, du bloc d'Emmanuel Macron, une loi qui fait croire qu'elle s'attaque au haut de la chaîne alors qu'elle ne s'attaque pas au haut de la chaîne, qu'elle va encore s'attaquer au bas de la chaîne, c'est-à-dire aux consommateurs et aux petites mains du narcotrafic. Et là aussi, c'est pas une fatalité. Il suffit de donner des moyens supplémentaires à l'enquête, au renseignement, à la police judiciaire. Alors précisément, c'est intéressant parce que Andy Kerbrat, sur l'accès aux messageries cryptées, la France Insoumise dit non. Il se trouve que Andy Kerbrat, il a reconnu avoir acheté via des messageries cryptées. Et LFI a voté contre, et donc lui également, contre l'accès aux messageries cryptées, c'est-à-dire des moyens d'enquête supplémentaires. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ? Mais vous voyez, là, vous retombez dans le même problème, c'est-à-dire que vous me parlez d'un consommateur, en l'occurrence. Mais c'est pas n'importe quel consommateur, il est législateur. Il est législateur. D'abord, je voudrais dire une chose. Il faut d'abord une politique de prévention pour éviter que les gens tombent du texte. dans la Juste, drogue. Ensuite, il y a les consommateurs qui parlent le problème de ce texte, messagerie cryptée avec les trafiquants. Ils sont pas tout seuls à communiquer ensemble. D'abord, le problème de ce texte, c'est qu'il manque l'essentiel. Politique de prévention contre la drogue. Politique qui s'attaque au haut de la chaîne. Mais aussi des besoins, il n'y a pas besoin de loi, des besoins du terrain. Par exemple, les douaniers demandent à ce qu'ils puissent avoir des scanners dans les ports. Ils n'en ont pas. Donc, qu'attend le gouvernement pour le faire ? Ensuite, on parle des backdoors, c'est-à-dire ces fameuses messageries cryptées. En réalité, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que, je vous explique, d'abord, ça peut être tout à fait contourné par d'autres logiciels, par exemple que WhatsApp, et puis ensuite, il y a un risque d'ingérence étrangère par ces biais par ce que propose le gouvernement. Je vous dis juste, parce que Céline Berton, la patronne de la DGSI, qui était à votre place il y a quelques jours, elle nous dit, mais en fait, c'est comme pour les écoutes téléphoniques. On y a le droit, c'est très encadré. Pourquoi on ne peut pas nous permettre de le faire pour les messageries cryptées ? En fait, on respecterait le même cadre. D'abord, il faut savoir que beaucoup des spécialistes disent au contraire que ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est qu'on puisse avoir des infiltrations dans les réseaux directement. La patronne de la DGSI, c'est une spécialiste. Bien sûr, mais vous savez, il y a des débats entre spécialistes. Donc là, vous m'avez pris de l'avis d'une spécialiste, mais il existe d'autres expertises. Et voyez-vous, nous travaillons beaucoup sur ce dossier et nous vous disons que ce ne sont pas les bonnes solutions. Il faut des moyens. Et là, la police judiciaire le demande, des moyens pour les enquêtes, les renseignements, l'infiltration. Voilà, pour s'attaquer au haut de la chaîne. Le patron d'EDF a été remercié sans préavis la semaine dernière pour différents stratégiques, entre autres sur les prix de l'électricité pour les industries. S'il fallait donner raison à l'un ou à l'autre, Emmanuel Macron ou le PDG qui a été démissionné, vous prendriez parti pour qui ? Alors, je voudrais dire sur ce sujet qu'en fait, nommer un nouveau PDG ne va rien régler au problème. Le problème, il est à l'Élysée. Voilà. Pourquoi ? Parce que en fait, le gouvernement, et sous Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu de renationalisation d'EDF. On a en fait une société anonyme et donc une entreprise publique. Évidemment, une société anonyme avec certes 100% de capitaux de l'État, mais qui du coup se comporte
comme une société anonyme qui Donc, veut le problème, rentabiliser au maximum les capitaux. Donc il faut renationaliser EDF et surtout... Là, elle est nationalisée, 100%. Non, c'est pas la renationalisation, c'est pas une société anonyme. Vous voyez, et ensuite, je voudrais dire un deuxième très gros problème qui fait que d'ailleurs, il est dommage que le gouvernement n'ait pas été censuré, ne serait-ce que pour cette raison-là. Je rappelle que les socialistes et l'extrême droite n'ont pas voulu censurer ce gouvernement, contrairement à nous. Le problème, c'est que ce gouvernement a décidé un dispositif qui désormais va aligner les prix du marché, les prix de l'électricité sur le marché. Les prix de l'électricité sont alignés sur le marché et donc vont pouvoir flamber au gré des cours du marché. C'est extrêmement grave. Vous voyez, les prix de l'électricité ont déjà augmenté de 60% pour les particuliers en 5 ans et on s'attend à ce qu'il y ait à nouveau de très fortes hausses, sachant qu'en plus, le gouvernement a augmenté les taxes sur l'électricité de 50% pour cette année. Il y a eu une baisse au mois de février quand même. Ah non, ah non, mais ça c'est... Alors ça c'est, excusez-moi, c'est faux, je vous le dis. Sur les prix. Il y a une baisse des prix, mais il y a une hausse des taxes sur l'électricité. Oui. C'est-à-dire que voilà, les tarifs n'ont pas baissé autant qu'ils auraient dû. Mais les taxes, elles sont pérennes. Donc si demain les prix de l'électricité remontent, les taxes resteront. Et par ailleurs, ce que vous dites n'est vrai que pour une partie des ménages. Il y a 11 millions de ménages qui ont vu leurs factures réellement augmenter parce qu'elles ne sont pas dans les tarifs réglementés, pour être tout à fait précise. Merci beaucoup Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise et présidente de la Commission des Affaires économiques, invitée de France Info ce matin. Dans un instant, les informés, Salia Braclia et Renaud Dely.